Professeur Ilan Gelsamer, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez attendu la fin du suspense de Nocturne jusqu'à minuit, parce que il faut bien avouer que on peut parler de journée historique, de soirée historique, de nuit historique pour l'État d'Israël, qui se retrouve dans une situation sans précédent, une situation ubuesque presque, surréaliste. Moins de 6 mois après les dernières, moins de 6 mois après la dernière dissolution du Parlement israélien, eh bien, on assiste à une nouvelle dissolution de la 21e Knesset qui n'aura vécu qu'un mois, du 30 avril au 30 mai. Alors, tout d'abord, une question générale. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé hier à la Knesset ? Je ne sais pas si j'emploierai les termes que vous avez employés. Ce n'est pas si extraordinaire que ça. C'est vrai que ça n'est pas arrivé dans l'histoire de l'État d'Israël. Donc c'est déjà assez exceptionnel. Mais il y a bien des pays dans lesquels un phénomène semblable s'est passé. Il y a des pays dans lesquels on n'arrive pas à constituer de gouvernement pendant des mois. Il y a même des pays où pendant une année ou deux, il n'y a pas de gouvernement. Donc, c'est exceptionnel dans le cas israélien et finalement assez... Je ne pense pas que ce soit incompréhensible. La personne désignée par le président pour constituer un gouvernement, M. Netanyahou, n'a pas réussi à constituer une coalition de plus de 61, puisque 120 membres à la Knesset, il faut 61 sièges dans la coalition. Il n'en avait que 60. Il lui manquait quelques sièges. Il attendait que ces sièges viennent de M. Lieberman, de son parti Israël Beiteinu. Lieberman a refusé. Il n'y avait pas de gouvernement en vue, donc il y a eu dissolution. Alors, je vais vous demander très clairement... Qui est responsable de cette crise ? On a dit que certains disent que c'est Avigdor Lieberman, comme Binyamin Netanyahou. Certains disent que c'est Binyamin Netanyahou, comme on va dire une partie importante de la gauche israélienne. Certains disent que ce sont les orthodoxes. Qui, à votre avis, est responsable de ce qui s'est passé hier ? Et aussi, peut-être, si je peux me permettre, qui va être tenu par le peuple pour responsable de ce qui s'est passé hier? Ah, ça, ce sont deux questions différentes. La première, posée au politologue qui a échoué, et la deuxième, quelles seront les leçons que le public en tirera. Alors, on commence par la première. Bon, la première, il me semble évident que c'est la personne qui est chargée de constituer une coalition qui a raté. Qui n'a pas réussi. Et pour vos auditeurs français, on dirait plus vulgairement qui a foiré dans ce cas, puisque c'est lui qui aurait dû amener les différentes composantes de la coalition future à s'entendre. Il n'y est pas arrivé. Les deux composantes essentielles en conflit, ce sont les ultra-orthodoxes, les Haredim, et le parti de Lieberman, Israël Beiteinu, qui avait des positions assez tranchées, puisque Lieberman veut représenter le public laïque en Israël, et les autres ne veulent pas céder sur grand-chose en ce qui concerne le statu quo et la loi de mobilisation des soldats. Donc, il y avait controverse. Je pense que la personne qui doit régler cette controverse et rapprocher les points de vue est celui qui est chargé de constituer le gouvernement et qu'il n'y a pas... Simplement, il n'y est pas arrivé. Voilà. On a effectivement, vous parliez des orthodoxes qui sont souvent rigides. Là, on a eu le sentiment que c'était bien plus Avigdor Lieberman qui était non, ça c'est votre sentiment. Non, c'est-à-dire le sentiment c'est-à-dire Lieberman. Sentiment, c'est que les deux côtés. La politique étant, on va dire, l'art du compromis. Lorsque l'on fait des tractations, on suppose que chacun va faire un pas en direction
direction de l'autre. Or Oui, là, mais là- on a le sentiment que Lieberman est resté, on va dire, planté sur ses positions. Il n'a pas voulu faire le moindre geste, il a repoussé Non, toutes les propositions de compromis. Non, c'est peut-être une impression, mais ce n'est pas le cas, parce que finalement, sur les sujets en question, c'est-à-dire la loi de mobilisation, qui devait fixer finalement combien de jeunes ultra-orthodoxes qui n'étudient pas en yeshiva, il faut le rappeler, devraient être mobilisés dans l'armée ou dans le service civil. Lieberman a dit depuis le début qu'il voulait la loi préparée par l'armée et qui fixe des choses extrêmement précises. J'ai lu cette loi, évidemment, elle n'est pas agréable pour les partis ultra-orthodoxes. Ce qu'ils voulaient finalement, les partis ultra-orthodoxes, c'est faire passer en vitesse une loi qui n'engage à rien, c'est-à-dire qui ne fixe pas de nombre et particulier de gens à mobiliser. Non, je dirais que les deux... Vous ne pensez pas que c'est comme... Parce que hier, je peux vous le dire en tant que témoin de ce qui s'est passé à la Knesset, on avait franchement le sentiment que Lieberman s'était retranché dans ses positions, qu'il repoussait systématiquement toute proposition du Premier ministre. Et on a parlé d'un bras de fer entre les deux hommes, d'une rivalité, d'une animosité personnelle, d'une haine même personnelle entre les deux hommes. Vous ne pensez pas que ça a eu un impact là-dessus ? Pas du tout. Je pense que Lieberman n'a pas été content du résultat des élections, c'est-à-dire 5 malheureux sièges. Oui, mais il n'a pas été content, mais il était dans les sondages donnés en deçà du seuil d'éligibilité. Dans aucun des sondages, il n'était donné gagnant. Chose. On pensait au contraire qu'il remercierait le ciel ou je ne sais pas qui d'avoir passé le seuil d'éligibilité. C'est pas le genre. C'est pas le genre. Non, il n'a pas remercié le ciel. Il a fait un très mauvais score. On lui prédisait un mauvais score. Oui. Il a fait un mauvais score. La seule possibilité que quelqu'un qui a 4 ou 5 sièges de survivre politiquement, c'est ou bien, comme l'a fait Carlon, de rentrer tête basse dans le parti dominant le Likoud, ou de se dire je dois me positionner comme grand défenseur des laïcs en Israël. C'est ça. Je dois montrer, parce que le public laïque, c'est moi le leader de la droite nationaliste laïque. Voilà, c'est ça. Et surtout des laïcs. Parce que il y a quand même pas mal de laïcs, je pense. Et je pense, n'étant pas laïque moi-même, qu'il y a beaucoup de laïcs en Israël qui trouvent que les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, disons-le, ont été trop loin et ont été trop loin dans les dernières années, pas spécifiquement maintenant. Alors, on a quelqu'un, Avigdor Lieberman, qui laisse un peu, je dirais, tomber le créneau russe qui était le sien, et qui maintenant, pour les prochaines élections, veut se positionner en seule personne qui est prête, dans la droite, à faire front à l'état de halakha et à la coercition religieuse. Alors, maintenant, si vous me posez la question, comment le peuple, alors, ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Vous n'avez pas le sentiment le sentiment général, c'est que Lieberman a exagéré ? Non, alors ça, c'est le sentiment des religieux en Israël. C'est le sentiment des religieux d'une part et du Likoud d'autre part, parce que le Likoud voyait... Non, mais vous savez qu'à droite, par exemple, on a toujours l'impression que celui qui fait des misères à Binyamin Netanyahou va le payer. Oui, mais c'est plus aussi évident que cela. Pourquoi ? Je vous rappelle, d'abord, les élections se passeront vraisemblablement en septembre. Oui. Et là, on est dans la zone, je dirais, de l'audition du Premier ministre pour les faits de corruption dont il est accusé. Et au point de vue juridique, les choses auront évolué. On en saura plus sur les affaires. Ça ne sera pas le même climat. Et deuxièmement,
je ne suis pas sûr que les différents partis se représentent de la même façon. Est-ce que à gauche, bleu-blanc, le Parti travailliste et le Meretz vont rester séparés, feront des listes communes? Est-ce que Ayelet Shaked va rentrer dans le Likoud, etc., etc. On ne peut pas aujourd'hui parler du résultat. Il y a beaucoup de gens qui revoteront la même chose que ce qu'ils ont voté. Il y en a peut-être d'autres qui ne viendront pas. Il y en a peut-être d'autres qui changeront d'avis. Des gens de Carlon qui diront « mais c'est pas du tout ça que Carlon m'avait promis, je vais voter autre chose ». Donc, alors, difficile de faire des pronostics. Oui, et surtout, bon, il y a deux publics en Israël. Il y a un public religieux et il y a un public laïque. Et il ne faut pas, là, quand vous dites, on a l'impression que Lieberman a fait foirer, ça c'est la position des ultra-orthodoxes et des ordres. Les choses sont beaucoup plus complexes et sans doute qu'il y a une responsabilité sur tous les facteurs, alors, comment la population va réagir, nous ne le savons pas. Alors, je repose à nouveau une question aux politologues. On a dit au soir du 9 avril, et en fait c'est Binyamin Netanyahou qui l'a surtout dit, on a parlé de grande victoire de Binyamin Netanyahou, de nouvelles grandes victoires de Binyamin Netanyahou. Et finalement, lorsque l'on a vu le Premier ministre rentrer hier dans l'hémicycle, eh bien, c'était un Premier ministre qui était en position d'échec, qui était perdant. Comment on est passé de cette situation à cette situation en 1 mois et demi? Et finalement, est-ce que dans le système politique israélien, cette fameuse élection à la proportionnelle, eh bien, on est véritablement gagnant que lorsque on finit de former une coalition, pas seulement lorsque l'on a l'impression de remporter les élections le soir du scrutin? Non, mais il faut d'abord revenir aux chiffres des résultats. Oui. Il faut dire que le Likoud a fait un très bon score, avec 35, en fait 34, puisqu'il avait quelqu'un de l'extérieur. Mais disons que 34 sièges, c'est un très bon score. Mais dans un système où il faut au moins 61 sièges, la moitié reste à faire, c'est-à-dire il a fait un très bon score pour son parti, mais après il devait avoir assez de petits partis pour aller avec lui et il comptait certainement sur Lieberman et il pensait avoir... Les analystes politiques et les politologues comme vous ont certainement remarqué le lendemain, lorsque l'on a publié les résultats, qu'il y avait 65 mandats et que quelque part, le fait qu'il y ait entre les mains d'un seul parti la possibilité de former ou de permettre la formation, de ne pas permettre la formation, il y avait un problème. Eh bien sûr, parce que là, bon, disons que ça a été Lieberman, mais ça aurait pu être Carlon, ça aurait pu être Smotrich. Voilà, ça aurait pu être n'importe qui. Effectivement, dans le système israélien, et même si vous faites encore mieux que 35 députés, 40 députés, 45 députés, il vous reste quand même à trouver le reste. Et là, Netanyahou n'y est pas réussi parce que Lieberman peut dire, bon, moi j'avais dit exactement ce que je voulais en matière de loi de mobilisation des soldats, et les ultra-orthodoxes ont cherché des choses avoisinantes, approximatives, et je n'ai pas voulu céder. On verra comment les gens reçoivent ça. Ne pensez pas que les gens reçoivent forcément l'information telle qu'elle est diffusée par les ultra-orthodoxes. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé hier, c'est aussi une sorte de carton jaune au moins pour le système politique israélien, qu'il faut peut-être soit procéder à des réformes, soit aller vers ce qui a été aussi la tendance des précédentes élections, c'est-à-dire une sorte de bipartisme avec 35 députés à gauche, au centre-gauche, 135 députés à droite. Vous ne pensez pas qu'on s'achemine peu à peu et envers et contre tout, parce que la réalité l'a prouvé, vers deux grandes formations politiques et un minimum de petites formations?
Non, je ne pense pas. Je pense que ça n'a pas été le problème de cette crise. Le problème de cette crise, c'est la présence de Benjamin Netanyahou à la tête du Likoud, puisque si Netanyahou prenait sa retraite bien méritée après de nombreuses années, et qu'il y avait un autre chef du Likoud, ouais, nous aurions probablement eu un gouvernement d'union nationale entre le Likoud et le Parti bleu-blanc, ce qui aurait fait 70 députés d'un coup. Les autres n'auraient pas eu le choix, probablement, qu'il s'agisse des travaillistes ou des sionistes religieux, de se joindre à un tel gouvernement. Et vous ne pouvez pas éluder le problème Netanyahou. Netanyahou est un premier ministre qui réussit très bien sur le plan des relations internationales, de l'économie et d'autres choses, mais qui n'est pas un modèle pour nos enfants, comme on dit. Oui. Ce n'est pas un modèle de premier ministre d'un État juif, parce que il y a trop d'affaires sur le dos, et à mon avis, le Likoud ferait bien de nommer un autre dirigeant qui... Oui, parce que c'est vrai que Ilan, d'un côté, je le disais, il était perdant, mais d'un autre côté, le fait que tout le Likoud se soit aligné hier, alors qu'il y avait dans le Likoud des députés qui sont arrivés pour la première fois à la Knesset, et qu'il y a au sein du Likoud des gens comme Gideon Sa'ar qui ne partagent pas du tout l'approche de Benjamin Netanyahou, on constate que malgré tout, eh bien, il y a une forme de discipline tout à fait impressionnante au Likoud qui se range derrière le leader en dépit de tout ce qui s'est passé. Oui, parce que dans le système Likoud, si vous prenez position contre le chef, et probablement il y aura un autre chef après et ça sera la même chose, vous êtes perdu. Quelqu'un qui aurait critiqué Netanyahou là, au cours de cette crise ne serait certainement pas sur la liste du Likoud lors des prochaines élections. Donc les gens ne veulent pas faire un suicide politique. Ouais. C'est vrai, mais je pense que là, on est juste le lendemain, même pas 12 heures ont passé, et c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je pense qu'il y aura des développements importants dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et que là, on verra le résultat. Eh bien, merci beaucoup, professeur Ilan Irel-Samer, de nous avoir aidé à décrypter cette journée tout à fait exceptionnelle d'hier, qui s'est terminée par la dissolution du Parlement israélien et par l'incapacité de Benjamin Netanyahou à former sa coalition gouvernementale. Merci d'avoir été... du travail pour les commentateurs. Voilà, ça c'est sûr. Même si on pensait se reposer pendant l'été, eh bien, finalement, il faudra choisir un autre moment. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, Ilan Irel-Samer. Shalom, shalom.